Quel temps de chien pour aller voter !» se lamenta le président du bureau de vote numéro 14, après avoir refermé avec violence son parapluie ruisselant. « Il aurait mieux valu ajourner les élections, » dit le représentant du parti du centre, le PDC. « Il pleut sans arrêt depuis hier. Il y a des éboulements et des inondations partout. Cette fois, les abstentions vont grimper en flèche. » Le représentant du parti de droite, le PDD, estima que sa contribution à la conversation devait revêtir la forme d'un commentaire prudent. « Oh, je ne minimise pas le risque des abstentions, bien évidemment. Toutefois, je pense que le remarquable esprit civique manifesté par nos concitoyens dans tant d'autres circonstances nous laisse augurer qu'il en sera de même cette fois encore. » Après quoi, l'un et l'autre, le représentant du PDC et celui du PDD, l'air mi-sceptique, mi-ironique, se tournèrent vers le représentant du parti de gauche, le PDG, curieux de savoir quelle sorte d'opinion il allait bien pouvoir manifester. À cet instant précis, éparpillant des gouttes d'eau autour de lui, le suppléant du président fit irruption dans la salle. Nous ne réussîmes donc pas à prendre connaissance de l'opinion du représentant du PDG. Cependant, à en juger d'après certains antécédents de notoriété publique, il est à supposer qu'il n'aurait pas manqué de s'exprimer dans le sens d'un optimisme historique par une phrase du genre « Les électeurs de mon parti ne s'effraient pas pour si peu. Ils ne sont pas gens à rester chez eux à cause de 4 misérables gouttes d'eau tombant des nuages. » En réalité, il ne s'agissait pas de 4 misérables gouttes, mais de seaux d'eau, de trombes, de Nil. Les effectifs étant au complet, le bureau fut constitué. Le moment solennel était venu où le président ouvre l'urne et l'exhibe devant les électeurs, afin que chacun puisse s'assurer qu'elle était bien vide. L'urne était vide, pure, immaculée, mais il n'y avait pas un seul électeur dans la salle. L'attente commença. Personne à l'horizon. La rue était un désert d'eau. Un silence se fit. Le premier électeur entra presque 1 heure plus tard. Il laissa son parapluie ruisselant à l'entrée et, recouvert d'une cape en plastique toute brillante d'eau, chaussé de bottes également en plastique, il s'avança vers la table. Le président s'était levé, un sourire sur les lèvres. Cet électeur, un homme d'un âge avancé mais encore robuste, annonçait le retour à la normale. L'homme se dirigea vers l'isoloir avec son bulletin de vote et ne tarda pas à en ressortir avec le papier plié en 4 qu'il remit au président, lequel l'introduisit dans l'urne d'un air solennel, après quoi l'électeur reprit ses documents et se retira en récupérant son parapluie. Le deuxième électeur apparut 10 minutes plus tard. Ensuite, encore qu'au compte-gouttes, comme des feuilles d'automne se détachant lentement des branches, les bulletins de vote tombèrent dans l'urne.
Le président et les préposés avaient beau s'efforcer de retarder les opérations de vérification, une file n'arrivait pas à se former. Il y avait au grand maximum 3 ou 4 personnes qui attendaient leur tour, et on aura beau s'escrimer de 3 ou 4 personnes, on ne parviendra jamais à faire une file digne de ce nom. « J'avais raison !» fit remarquer le PDC. « L'abstention sera terrible, massive. Ensuite, ce sera la chienlit. La seule solution serait de recommencer à voter. » Je préfère voir les choses avec optimisme, dit le président du bureau numéro 14. Il suffira qu'il ne pleuve pas cet après-midi pour que nous rattrapions ce que les intempéries de ce matin se sont évertuées à nous faire perdre. Il avait cessé de pleuvoir, mais rien ne laissait entrevoir que les espoirs civiques du président seraient couronnés de façon satisfaisante. Le temps passait. 15h30 venait de sonner à l'horloge de la tour. Heureusement, la nécessité d'un équilibre destiné à maintenir l'univers sur ses rails et les planètes sur leur trajectoire commande que chaque fois que l'on retire quelque chose d'un côté, l'on rajoute quelque chose de plus ou moins équivalent de l'autre. Autrement, l'on ne comprendrait pas pourquoi, à 4h de l'après-midi, à un moment qui n'est ni trop tard ni trop tôt, qui n'est ni chair ni poisson, les électeurs qui jusqu'alors étaient restés tranquillement calfeutrés chez eux, semblant se contrefoutre royalement de l'acte électoral, les électeurs commencèrent à sortir dans la rue, la majorité par leurs propres moyens, les autres en recourant à l'aide méritoire de pompiers et de volontaires, car les endroits où ils habitaient étaient encore inondés et impraticables. Et tous, absolument tous, les sains et les malades, qui à pied, qui en fauteuil roulant, qui sur des civières ou dans des ambulances, affluèrent vers leurs bureaux de vote respectifs, tels des fleuves qui ne connaissent d'autre chemin que vers la mer. Des milliers et des milliers de personnes de tous âges et toutes conditions sociales décidèrent enfin de sortir de chez elles pour aller voter. Quand, tard dans la soirée, les membres du bureau et les représentants des partis, exténués et affamés, se trouvèrent devant la montagne des bulletins sortis des 2 urnes, une deuxième ayant été requise d'urgence auprès du ministère. L'énormité de la tâche qui les attendait les fit tressaillir d'une émotion que nous n'hésiterons pas à qualifier d'épique ou d'héroïque. Il était minuit passé lorsque le dépouillement du scrutin s'acheva. Les bulletins valides se distribuaient entre le parti de droite avec 13%, le parti du centre avec 9% et le parti de gauche avec 2,5%. Très peu de bulletins nuls. Très peu d'abstentions. Tout le reste, plus de 70% du total, était constitué de bulletins blancs. La perplexité, la stupéfaction, mais aussi la raillerie et le sarcasme balayèrent le pays de bout en bout. La loi stipule qu'en cas de catastrophe naturelle, les élections doivent de nouveau avoir lieu 8 jours plus tard.
Le soir, le Premier ministre apparut à la télévision pour annoncer au peuple que, conformément aux lois en vigueur, les élections municipales auraient lieu encore une fois le dimanche suivant. Le gouvernement, ajouta-t-il, en donnant à son visage un air grave, le gouvernement a la certitude que la population de la capitale, appelée à voter de nouveau, saura accomplir son devoir civique avec dignité. Le dimanche suivant, tôt le matin, les électeurs commencèrent à sortir de chez eux pour se rendre dans leur bureau de vote. Les portes n'étaient pas encore ouvertes que déjà de longues files de citoyens attendaient leur tour. Il ne restait plus qu'à croiser les bras et attendre la sentence finale des urnes. Lorsque, dans tous les bureaux, leurs présidents respectifs vidèrent les bulletins sur les longues planches qui servaient de table, une rumeur d'avalanche traversa impétueusement la ville. C'était l'annonce du séisme politique qui ne tarderait pas à se produire. À 10h du soir, enfin, le Premier ministre apparut à la télévision. Il avait un visage décomposé, des cernes profonds. « Chers citoyens, dit-il, le résultat des élections qui ont eu lieu aujourd'hui dans la capitale du pays est le suivant. Parti de droite, 8%, parti du centre, 8%, parti de gauche, 1%, abstention, 0, bulletin nul, 0, bulletin blanc, 83%. Le scrutin d'aujourd'hui confirme donc, en l'aggravant, la tendance qui s'est faite jour dimanche dernier. » Il s'interrompit pour porter à ses lèvres le verre d'eau posé à côté de lui, car le ministre avait soudain la gorge sèche. Puis, il poursuivit. « Il est encore temps de rectifier cette erreur. Le gouvernement va demander l'état d'exception à son Excellence, le chef de l'État. » Lors du conseil ministériel, réuni le soir même, en urgence, le ministre de la Défense, un civil qui n'avait pas fait son service militaire, n'ayant guère apprécié la proclamation de l'état d'exception, déclara qu'il aurait voulu un vrai, un authentique état de siège, un état d'exception au sens le plus rigoureux du terme, dur, sans faille aucune, comme une muraille en mouvement, capable d'isoler la sédition avant que la pestilence et la gangrène ne s'étendent à la partie encore saine du pays. « Je pense, rétorqua le chef de l'État, et le Premier ministre est d'accord avec moi. Je pense qu'il serait préférable de commencer par employer des méthodes discrètes, moins ostentatoires, mais peut-être plus efficaces qu'envoyer l'armée pour qu'elle occupe les rues. Nous avons choisi, avec le Premier ministre, de déployer une infiltration de la population par des agents des services secrets, ce qui nous permettra peut-être de lever le voile sur les causes des événements et de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer le mal à sa source. Nous avons choisi, avec le Premier ministre, de déployer une infiltration de la population par des agents des services secrets,
ce qui nous permettra peut-être de lever le voile sur les causes des événements et de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer le mal à sa source. Cependant, le fait que nous privilégions, en cette première phase du traitement de la crise, l'infiltration de la population par nos services d'espionnage, ne signifie pas, et ne pourra jamais signifier, que le recours à la proclamation de l'état de siège ait été définitivement écarté.